les Français en ont entendu parler. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils soient entièrement passionnés par les prochains scrutins qui vont se dérouler. Et effectivement, comme vous l'avez indiqué, un peu plus de connaissance du scrutin régional que du scrutin départemental. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait que les présidents de région ont été un peu plus exposés que les présidents des départements. Et puis, comme on est dans un environnement qui est assez parisien et qu'il n'y a pas d'élection départementale à Paris, les grands médias nationaux parlent beaucoup plus en fait des scrutins régionaux que des scrutins départementaux, qui sont par ailleurs des scrutins qui sont un peu plus faciles à pouvoir décrypter politiquement, parce que plus liés aux grandes forces politiques qu'aux personnalités à proprement parler. Bon, il y a également un deuxième aspect, je pense, qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que les Français ne connaissent pas toujours très bien, même s'ils sont médiatisés, les différents présidents des conseils régionaux, voire départementaux, et qu'ils ont parfois du mal à pouvoir savoir ce que sont les zones de compétences et les projets politiques profondément différents selon que l'on soit dans une région ou un département qui va être dirigé par la gauche ou par la droite, à la différence que l'on peut voir lorsqu'on est dans une commune de gauche ou de droite, par exemple. C'est le premier marchepied ou le dernier tour de chauffe en fait avant l'élection présidentielle. On sait que la France a une vie politique qui est rythmée avant tous les 7 ans, aujourd'hui tous les 5 ans, derrière ce qu'on appelle la carte des institutions, à savoir la présidentielle, et que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quand vous regardez ce qui va se passer dans la région Hauts-de-France, dans la région Île-de-France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voire même dans d'autres types de régions, comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'il va y avoir non seulement des enjeux régionaux qui vont se jouer, mais également des potentiels présidentiables qui vont s'interroger et qui vont chercher à montrer qu'ils ont un lien fort avec le public, plus des questions concernant des alliances, que ce soit des alliances de premier tour ou de deuxième tour, que ce soit au sein de la gauche et encore plus nettement au sein de la droite, voire entre la droite et la République en marche. Donc il y a forcément une consonance qui sera une consonance à caractère national qui jouera dans le cadre de ces prochaines élections et dont on ne pourra nullement se détacher de se dire que se passerait-il si jamais Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez ne devaient pas gagner la présidence de la région dans laquelle ils se présentent. Il y a des enjeux évidemment pour Laurent Wauquiez, évidemment d'être réélu à la tête de la région, et puis avec une focale qu'on va regarder sur sa capacité de pouvoir dès le premier tour réaliser un score qu'on ne pourra pas ne pas comparer à celui qu'il avait réalisé en 2015, et sa capacité d'attractivité de la droite, voire de l'extrême droite. C'est une des seules régions où la liste du FN à l'époque avait baissé entre le premier tour et le deuxième tour des élections régionales. Donc essayez de voir déjà à ce niveau-là. Le deuxième aspect, un match dans le match au sein de la gauche, avec les écologistes d'un côté, les socialistes de l'autre, qui sont incarnés et portés, on le sait, par Najat Vallaud-Belkacem, et que celle-ci fait, entre guillemets, son retour en politique. Un retour qui plus est dans un moment où l'élection présidentielle n'est pas loin, et où en fait il n'y a pas de candidat naturel pour le Parti socialiste qui va s'imposer. Donc quel score fera-t-elle et sera-t-elle ou pas devant les écologistes au premier tour, et y aura-t-il une dynamique au sein de la gauche? Et puis une troisième question qui sera une question plus précise concernant le Rassemblement national. Va-t-il ou pas réaliser le même score qu'au cours du dernier scrutin de 2015, et va-t-il y avoir à travers cette personnalité, on peut le rappeler, tête de liste qui est issue de la France insoumise, une capacité à pouvoir créer une dynamique en sa faveur dans un contexte où, en Rhône-Alpes, Auvergne comme ailleurs, on parle de sujets comme des sujets de sécurité, de sujets d'immigration, qui sont des points qui sont assez sensibles pour le Rassemblement national. Il y a plusieurs enjeux pour Xavier Bertrand. Le premier, comme dans les autres régions, c'est d'être élu. Le deuxième, c'est de réaliser un score qui soit un score meilleur que celui qu'il avait obtenu en 2015. On peut rappeler en fait que son score avait été relativement faible, décevant à ses yeux, qu'à ses yeux, il avait d'ailleurs transformé son rapport à la politique, et que sans le retrait de la gauche, arrivé en troisième position, on ne sait pas de quel côté aurait
porter le vote des électeurs, probablement en faveur de Marine Le Pen. Il y a un enjeu qui est pour lui un enjeu de stature présidentielle. On le sait, il est candidat à l'élection présidentielle et c'est le seul candidat de droite déclaré à l'heure actuelle et qui, dans les sondages, semble en meilleure posture que d'autres candidats de droite. C'est également une région où nous avons une alliance complète de la gauche et des écologistes, qui plus est d'ailleurs une écologiste avec aussi bien des écologistes, des socialistes, ce qui est assez attendu, mais ce qui est nouveau également avec la présence de la France insoumise et du Parti communiste dans des terres qui historiquement sont assez fortes d'ailleurs pour le Parti communiste. Va-t-il ou pas y avoir une dynamique, ce qui n'est pas forcément évident, mais qui porterait Karima Delli à pouvoir être présente au deuxième tour et également pouvoir contester à Xavier Bertrand la présidence de la région Hauts-de-France. Et puis, surtout, enfin, le score du Rassemblement national, incarné par M. Chenu, qui a une notoriété qui est évidemment moindre que celle de Marine Le Pen et qui aura vocation à pouvoir réaliser un bon score dans le cadre de la prochaine élection. On peut rappeler que c'est une des régions où, même si la gauche n'avait pas été présente au deuxième tour, le progrès en termes de voix du Rassemblement national en 2015 avait été le plus élevé et avait amené 150 000 personnes à voter pour la liste de Marine Le Pen au deuxième tour, de plus qu'au premier tour des dernières élections régionales. Il y a plein de questions qui se posent, évidemment. Première question, est-ce que Valérie Pécresse, qui a quitté les Républicains, qui a réussi à récupérer une partie du MoDem sur sa liste, va pouvoir réaliser un très bon score déjà dès le premier tour, créer une dynamique en sa faveur? C'est une des régions où, on le sait, le risque, entre guillemets, du Rassemblement national est le moins élevé, mais quel sera également le score pour le Rassemblement national? Et puis enfin, c'est un endroit où il peut y avoir 4 listes fortes présentes au deuxième tour, que ce soit la liste conduite par Valérie Pécresse, que ce soit la liste conduite par le candidat de La République En Marche, par la gauche unie, si jamais elle devait être unie, et évidemment par le Rassemblement national. Ce qui veut dire qu'au deuxième tour, la partie n'est pas forcément assurée pour Valérie Pécresse et qu'une gauche unie avec une présence forte au deuxième tour de La République En Marche pourrait faire trébucher Valérie Pécresse dans le cadre du deuxième tour de ces élections. Il y aura peut-être également un autre match qui se jouera, c'est y a-t-il ou pas alliance au deuxième tour entre la droite et le centre incarné par La République En Marche, avec pour Valérie Pécresse un avantage et un inconvénient. L'avantage, si elle fusionne, c'est la quasi-certitude de pouvoir être réélue présidente de région, mais avec une difficulté pour elle, c'est que si jamais elle devait procéder de cette manière-là, il lui sera difficile de pouvoir être candidate à l'élection présidentielle contre Emmanuel Macron, alors même qu'elle a fait alliance avec sa force politique. Je serais tenté de dire qu'ils vont voter sur des enjeux locaux, alors même que ce ne sont pas forcément des domaines de compétences précises des conseils départementaux ou des conseils régionaux. Les enjeux locaux parce qu'ils vont tenir compte de leur vie quotidienne, ils vont tenir compte de leur environnement immédiat, ils vont tenir compte de la notoriété que peut avoir Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand et d'autres présidents de régions qui sont souvent assez clairement identifiés, en tout cas par près d'une personne sur deux. Mais ils vont nous parler de sécurité, ils vont nous parler de transport, ils vont nous parler d'environnement, ils vont nous parler d'identité, c'est-à-dire des sujets, vous le voyez, qui sont des sujets qui correspondent aux prérogatives de ces conseils départementaux ou des conseils régionaux, mais pas toujours. Et donc avec cette double articulation, des enjeux qui vont être des grands enjeux nationaux, sans forcément correspondre aux prérogatives des acteurs pour lesquels ils peuvent être amenés à voter, mais en les teintant de dimensions qui peuvent être des dimensions locales. Est-ce qu'ils vont connaître aujourd'hui la différence d'application de ce que peut être une politique en faveur de l'éducation dans les collèges ou dans les lycées, selon qu'on ait un conseil départemental ou régional de droite ou de gauche? Certainement pas. Est-ce qu'ils arrivent à identifier, si je devais être caricatural, une route de gauche ou une route de droite? La réponse est non. Est-ce qu'ils arrivent à identifier même ce que peuvent être les politiques en matière d'attractivité ou de politique fiscale? Pas toujours. Donc il y aura, vous le voyez, ces deux dimensions. Une idée qui va être une idée d'une dimension identitaire locale, teintée de grands enjeux nationaux, mais là, plaquée autour de son environnement géographique le plus proche.
Il y aura forcément des surprises, parce qu'il y a toujours eu des surprises, et que s'il n'y a pas de surprise, ça sera aussi une surprise. Donc, on peut rappeler peut-être qu'en 2004, après les élections régionales, Ségolène Royal avait une stature qui était une stature de présidentiable, qu'elle était peu identifiée par le passé, qu'elle avait incarné la première victoire de la gauche après la défaite de 2002 et l'éviction de Lionel Jospin du premier tour de l'élection présidentielle, et qu'elle était la candidate naturelle par la suite en 2007 à l'élection présidentielle. Qu'en 2015, Gaël Bertrand a réussi à incarner une victoire de la droite après la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Donc il y aura probablement également derrière cela la mise en avant de personnalités qui arriveront à incarner d'une manière ou d'une autre une victoire. Il y aura derrière les scores objectifs une vraie articulation en matière de la communication qui va apparaître comme étant le vainqueur des prochaines élections régionales. S'agira-t-il d'une force d'extrême droite, comme ça peut être le cas par exemple dans la région PACA? S'agira-t-il d'une personne de droite traditionnelle, comme ça peut être le cas par exemple dans les Hauts-de-France, Île-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous l'avez souligné? S'agira-t-il d'une personnalité qui est un peu en dehors des formations politiques, comme ça peut être le cas par exemple dans la région Grand Est incarnée par M. Rotner, ou s'agira-t-il d'une personnalité de gauche qui sera réélue, comme ça peut être le cas par exemple soit en Nouvelle-Aquitaine, soit éventuellement en Occitanie? Donc il y aura des élections, il y aura des enjeux locaux, il y aura des enjeux régionaux, il y aura des enjeux à caractère politique, mais il y aura également des enjeux à caractère personnel, et que le vrai départ de la campagne présidentielle avec des nouveaux acteurs qui pourront être amenés à se positionner sera issu de la prochaine élection régionale et élection départementale.